Durant la Seconde Guerre mondiale, le régime national-socialiste s'appuyait non seulement sur la force militaire ou l'idéologie pour entretenir sa machine de guerre, mais aussi sur le pouvoir de la drogue. L'un des secrets les moins connus était l'utilisation généralisée de la pervitine, une forme de méthamphétamine distribuée aux soldats pour augmenter leur endurance, leur agressivité et leur capacité à se battre pendant des jours sans repos. La substance était facile à produire, bon marché et extrêmement efficace à court terme. Des milliers de soldats, de pilotes et de membres de la SS comptaient sur ces pilules pour continuer à combattre dans des conditions extrêmes. Les dirigeants nationaux socialistes tels qu'Hermann Göring et Adolf Hitler ont également consommé de la drogue. Göring est devenu accro à la morphine après avoir été blessé en 1923, tandis qu'Hitler, selon son médecin personnel Theodor Morell, utilisait des stimulants tels que la méthamphétamine, des analgésiques, des hormones et de la cocaïne nasale pour traiter la douleur et maintenir son énergie pendant les dernières années du Troisième Reich. Origine du vice, le blitzkrieg est le décret stimulant pour droguer les soldats. L'utilisation de drogue pour améliorer l'efficacité des troupes sur le champ de bataille n'est pas une nouveauté dans la guerre. Depuis l'Antiquité, on peut observer des cas comme celui des berserkers, guerriers vikings aux performances dévastatrices au combat qui firent trembler Jules César lui-même. Ils entraient dans une frénésie et se battaient nus contre leurs ennemis, les mordant et les déchirant en morceaux de la manière la plus brutale. De nombreux historiens attribuent ce comportement à la consommation de champignons hallucinogènes ou de bières contaminées à l'acide lysergique, selon des récits remontant au XIIIe siècle. Il n'est pas étonnant que, près de 1000 ans plus tard, les armées germaniques aient perpétué cette tradition. Bien que certaines drogues, comme la cocaïne et le hashish, aient été largement utilisées à des fins médicales à l'Est comme à l'Ouest, nous savons aujourd'hui que les forces d'Adolf Hitler disposaient d'un narcotique très puissant qui les aidait sur le champ de bataille, la pervitine. Cette méthamphétamine produite par l'État a été délibérément administrée aux troupes lors de l'invasion de la Pologne et bien qu'elle ait amélioré les capacités physiques des hommes, elle a finalement provoqué un niveau de dépendance qui est devenu un problème pour le haut commandement. La Blitzkrieg, ou guerre éclair, fut la stratégie fondamentale pour réaliser cet exploit, et ses principaux protagonistes furent les tankistes des brigades Panzer. La tactique du Blitzkrieg n'était pas particulièrement élégante, mais elle était extrêmement efficace. Elle consistait à lancer des attaques rapides et dévastatrices avec un certain élément de surprise, tout en maintenant l'offensive jusqu'à épuisement des défenses ennemies. Après avoir capturé une ville ou un village, les pétroliers avançaient vers l'objectif suivant. Pour que la Blitzkrieg fonctionne, les soldats devaient sacrifier leur temps de repos, parcourir de longues distances la nuit et maintenir la concentration nécessaire pour optimiser leur visée et les temps de rechargement de leurs canons. Dans tout autre cas, cela semblerait impossible, et le fait que les nazis aient réussi l'exploit de capturer la Pologne en seulement 1 mois leur a valu la réputation de super soldats, dotés de capacités surhumaines. Mais la vérité est que l'efficacité de la Blitzkrieg ne dépendait pas tant de l'excellent entraînement des troupes allemandes, et encore moins de la qualité de leurs chars légers, qui n'avaient pas encore le niveau impressionnant de leurs successeurs dans la famille Panzer. Le triomphe de l'Allemagne est dû au fait qu'Hitler cachait un atout dans sa manche, un élément clé qui avait été caché à l'histoire pendant des décennies et qui, une fois découvert, est devenu la pièce manquante du grand puzzle des prouesses guerrières d'Hitler. Il s'agit d'un dérivé de la méthamphétamine, une drogue capable de donner de l'énergie aux soldats pendant des jours, leur permettant de mener à bien une campagne qui aurait autrement été impossible. Bien que l'Allemagne ait forgé une grande tradition mécanique pendant la Seconde Guerre mondiale, au début de celle-ci, notamment lors des invasions de la Pologne et de la France, ces chars n'étaient pas parmi les plus puissants du continent. Des modèles tels que le Panzer III et le Panzer IV ont atteint leur pic de production à partir de 1942, tandis qu'entre 1936 et 1939, environ 40 unités ont été produites par mois. 2750 chars ont pris part à l'invasion de la Pologne, et bien que les chiffres exacts sur le nombre de chaque modèle déployé dans la campagne soient inconnus, on sait avec certitude que la majorité étaient des Panzer I et II légers,
assistés d'une minorité de leurs frères de taille moyenne plus grands. Le nombre de véhicules dont disposait l'Allemagne était écrasant, mais elle devait frapper ses adversaires rapidement et de manière décisive pour que leur faiblesse ne devienne pas un problème. La seule façon d'éviter les contre-attaques qui mettraient en échec les brigades Panzer serait de ne jamais abandonner l'offensive. Ainsi est née la Blitzkrieg. Cependant, lorsque Adolf Hitler et ses généraux ont conçu le concept de Blitzkrieg, ils ont réalisé un détail qui était très difficile à résoudre. Pour que la Blitzkrieg fonctionne, l'avancée des troupes devait être implacable, dévastatrice et surtout constante. Si les armées étaient divisées en plusieurs petites garnisons, ou si des cibles simultanées étaient sélectionnées au cours d'une seule campagne, la stratégie devenait susceptible d'échouer. Tout le monde était d'accord sur le fait que la Wehrmacht ne pouvait être dissoute qu'en 2 fronts puissants et que la seule option était de supprimer les périodes de repos des troupes. C'est ainsi qu'Hitler a promulgué le décret sur les stimulants, une loi qui autorisait et encourageait l'utilisation de drogues, en particulier de méthamphétamine, sur le champ de bataille pour améliorer les performances des troupes. Et c'est là qu'apparut l'élément vedette qui permit au Blitzkrieg de fonctionner, la pervitine. Pervitine, la méthamphétamine nazie qui a causé la montée et la chute du Troisième Reich. La pervitine était une méthamphétamine, une drogue psychostimulante qui agissait sur les hormones adrénalines des personnes, éliminant le sommeil et procurant une sensation accrue de puissance physique et de concentration mentale. Il est important de noter qu'en 1939, ces types de drogues n'étaient pas illégales, car elles avaient été synthétisées peu après la Première Guerre mondiale. En fait, la désoxyéphédrine, plus connue sous le nom de méthamphétamine, dont est dérivée la pervitine, a été créée en 1919 au Japon et a été largement utilisée dans le monde entier, à très faible dose, comme stimulant nasal pour améliorer la respiration. Bien sûr, à forte dose, les effets changent radicalement, en bien comme en mal. Les méthamphétamines étaient la pièce manquante pour que la Blitzkrieg fonctionne comme Hitler et ses généraux le souhaitaient. Sous l'influence de la pervitine, les tankistes pouvaient rester jusqu'à 72 heures sans dormir, en conservant leur concentration, leur visée et leur maniabilité. Et même s'immerger beaucoup plus facilement dans l'adrénaline de la bataille, car ils se croyaient tout-puissants. De cette façon, un groupe d'infanterie accompagné de plusieurs brigades Panzer pouvait entrer dans une ville, la capturer complètement en 1 ou 2 jours et entreprendre un voyage sans escale vers son prochain objectif. De cette façon, les Allemands ont trouvé leurs adversaires sans protection, même sans élever leur défense, puisqu'ils pouvaient arriver avant même la nouvelle de la chute de la ville précédente, de comprimés de pervitine à leurs troupes au début de l'invasion de la Pologne, la plupart à des pétroliers et à des fantassins. L'efficacité impressionnante des forces d'Hitler leur a non seulement permis de prendre le contrôle d'un pays entier en 28 jours, mais elles ont également réussi à impressionner Winston Churchill, qui coordonnait les défenses alliées dans les pays du front occidental. Churchill ne pouvait pas comprendre comment les pétroliers allemands parvenaient à parcourir des kilomètres en une seule journée, sans s'arrêter pour faire le plein, et était pourtant capable de porter des coups mortels aux défenses qu'ils rencontraient. L'effet psychologique de l'omnipotence du Blitzkrieg fut brutal pour l'Europe, qui ne put rien faire d'autre que regarder passivement une vague incessante d'acier avancer vers l'ouest, consumant chaque ville sur son passage. Mais la magie de la pervitine n'était pas éternelle, et même si elle offrait d'énormes avantages, une fois la poussée d'adrénaline dissipée, elle avait d'énormes conséquences sur la santé physique et mentale des soldats. Les hommes se sont effondrés, épuisés après avoir poussé leur corps à ses limites pendant près d'1 semaine, et ont dû passer des jours à se remettre comme s'ils souffraient d'une maladie. De plus, la chaîne d'approvisionnement en médicaments devait être très efficace, car en cas de défaillance, ceux qui cessaient de recevoir leur dose souffriraient de symptômes de sevrage intense. L'inconfort physique et mental, l'anxiété, les accès de violence et même les épisodes psychotiques associés à une fatigue extrême, à de la diarrhée et à des vomissements sont quelques-uns des effets que l'absence de pervitin a provoqués au fur et à mesure de la progression de la campagne. En 1940 et l'année suivante, l'Allemagne a intensifié sa production de méthamphétamine, mais le coup porté à ses forces, qui ne pouvaient plus fournir de pilules, a fait que les coûts à long terme ont dépassé les bénéfices du début de l'offensive.
La société allemande elle-même était devenue dépendante de la pervitine, et dans les cas où l'on tentait de la distribuer de manière contrôlée et réduite, de grandes rébellions ont eu lieu dans les casernes, et même un marché noir a été généré, jusqu'à ce que les autorités du parti nazi décident d'annuler la production pour contenir tous ces problèmes. Le super médicament DIS, le cocktail impressionnant pour créer des super soldats qui remplaceraient la pervitine. En 1941, certains ont essayé de mettre un terme à la distribution de pervitin, mais la mesure n'a pas eu beaucoup de succès, et vers la fin de la guerre, on a cherché quelque chose de plus puissant. Les méthamphétamines, bien qu'elles aient eu une réputation curieuse au sein du Troisième Reich, car elles étaient publiquement condamnées, mais ensuite distribuées aux soldats, s'étaient révélées précieuses lorsque l'armée en avait besoin en période de morale élevée. En 1944, avec l'avancée des Alliés, la situation était complètement différente. L'Allemagne nazie avait plus que jamais besoin de ses super soldats, et plusieurs pharmacologues ont commencé à développer un nouveau médicament, un améliorateur de performance expérimentale pour une Wehrmacht qui perdait des hommes à un rythme insoutenable. C'est ainsi que sont nés plusieurs composés, nommés en code avec la lettre D pour droge et qui ont connu 10 itérations entre DI et DX. Le pharmacologue Gerhard Orzechowski et un groupe d'autres chercheurs ont été chargés à Kiel de développer ce médicament. Ils ont développé une formule qui contenait dans chaque comprimé 5 mg d'oxycodone, 5 mg de cocaïne et 3 mg de méthamphétamine pervitin. Pour comprendre l'impressionnant cocktail de médicaments que représentait ce produit, nous devons discuter des deux composants qui stimulaient la pervitine et cherchaient à donner aux soldats des capacités surhumaines. L'oxycodone est un médicament à libération prolongée de la famille des opioïdes, utilisé pour le traitement des douleurs modérées à sévères. Il crée une forte dépendance et génère souvent ce que l'on appelle une dépendance physique, ce qui en fait une drogue fréquemment consommée. Le soulagement de la douleur commence généralement dans les 15 minutes et dure jusqu'à 6 heures avec la formule à libération immédiate, bien que la formule à libération prolongée puisse durer plus longtemps, réduisant ainsi le soulagement. Aujourd'hui, il est souvent vendu en association avec du paracétamol, de l'ibuprofène, de la naloxone, de la naltrexone et de l'aspirine, mais au milieu du XXe siècle, il était encore utilisé sous forme injectable, qui en grande quantité soulageait non seulement les douleurs intenses, mais générait également une poussée d'adrénaline, similaire à celle de la cocaïne. L'oxycodone a été fabriqué pour la première fois en Allemagne en 1916 à partir de thébaïne, dans le cadre des efforts visant à guérir les blessés de la Première Guerre mondiale ou à soulager les maux des anciens combattants. Les effets secondaires courants comprennent l'euphorie, la constipation, les nausées, les vomissements, la perte d'appétit, la somnolence, les étourdissements, les démangeaisons, la bouche sèche et la transpiration. Cependant, les effets secondaires graves peuvent inclure l'addiction, la dépendance, l'agressivité, la manie ou la dépression, les hallucinations, l'hypoventilation, la gastroparésie, la bradycardie et l'hypotension. Les personnes allergiques à la codéine peuvent également être allergiques à l'oxycodone. Parmi ces problèmes, qui touchaient les soldats nazis, figurait le syndrome de sevrage aux opiacés en cas d'interruption de la consommation. La cocaïne, appelée à l'origine benzoylméthylgonine, selon son nom commun international, est un alcaloïde tropanique et un puissant stimulant, actuellement utilisé principalement comme drogue récréative. Les effets mentaux qu'elle provoque comprennent la perte de contact avec la réalité, l'agressivité, une vigilance accrue et une manie de persécution, un sentiment intense de bonheur et une agitation psychomotrice. Les symptômes physiques comprennent une fréquence cardiaque rapide, de la transpiration et des pupilles dilatées. Des doses élevées peuvent provoquer une hypertension artérielle et une augmentation de la température corporelle. Les effets commencent quelques secondes après la consommation et durent entre 5 et 90 minutes. Bien que sa consommation soit aujourd'hui illégale dans la plupart des pays du monde, au début du XXe siècle, c'était un médicament assez courant, à tel point que dans certains pays européens, il était utilisé comme tonique et que des figures psychologiques, comme Sigmund Freud, l'utilisèrent dans le cadre de leur traitement et comme antidépresseur.
L'action stimulante de la cocaïne provient principalement de sa capacité à inhiber la recapture des neurotransmetteurs noradrénaline, sérotonine et surtout dopamine dans les synapses cérébrales. En plus des effets psychologiques sur l'humeur, la cognition, les instincts et la conscience, la libération de neurotransmetteurs produits par la cocaïne provoque également une diminution du seuil de crise, des tremblements, des changements dans l'activation électrique, des vomissements, une hyperpyrexie, une tachycardie, une hypertension, un retard de l'élimination urinaire et fécale, des contractions musculaires et des rougeurs du visage. Cela en faisait un excellent médicament pour les soldats. En inhibant la plupart des problèmes naturels chez les humains, qu'il s'agisse d'aller aux toilettes ou de trembler de peur devant l'ennemi, il leur procurait une poussée d'adrénaline. Cependant, comme la pervitine, l'usage répété de cocaïne a produit une tolérance et une dépendance, de sorte que les symptômes de sevrage sont devenus de plus en plus fréquents. Maintenant que vous connaissez les 3 drogues, imaginez ceci: un cocktail mélangeant de la pervitine, de la cocaïne et de l'oxycodone en grande quantité, injecté directement à un soldat psychologiquement instable après 5 ans de guerre ininterrompue. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Les effets de ce médicament étaient brutaux, mais ils ont atteint leur objectif. Ceux qui l'ont reçu sont devenus des machines de pure puissance, immunisées contre la douleur. Vous pourriez tirer un coup de fusil directement dans la jambe d'un soldat injecté et pendant quelques heures, le soldat injecté au D9 continuerait à courir et à se battre comme s'il était piqué par un moustique. Mais malgré son grand pouvoir, il s'accompagnait également de nombreux effets secondaires. La drogue a provoqué une paranoïa grave et une altération de la santé mentale chez les consommateurs, se manifestant principalement par une déconnexion de la réalité, ce qui était très dangereux pour quelqu'un armé d'une mitraillette. C'est pourquoi les scientifiques qui ont développé le projet D ont d'abord testé les produits sur un groupe de travailleurs forcés, extraits du camp de concentration de Sachsenhausen. Un groupe d'études a reçu une dose de ce médicament miracle et a découvert qu'il était capable de marcher jusqu'à 88 km sans se reposer tout en transportant des colis de 20 kg. Si l'on ne tient pas compte des effets indésirables, le D9 était véritablement un miracle de la science moderne. Il est important de noter que ces sujets de test étaient des prisonniers qui avaient y passé des années dans des conditions de vie inhumaines, affaiblis, affamés et battus. Cela a conduit les scientifiques à penser que le D9 serait encore plus efficace lorsqu'il serait injecté à des soldats allemands en bonne santé, bien nourris et soumis à un régime de repos qui réduirait les effets psychologiques. Mais le super médicament n'a été testé que sur quelques membres d'équipage de quelques sous-marins nains, car la guerre s'est terminée avant que le D9 ne soit mis en circulation parmi le reste de la Wehrmacht. Bien que les marins nazis aient fait preuve d'une plus grande résilience que les prisonniers de Sachsenhausen, les effets néfastes ont persisté. Un groupe est resté éveillé, plein d'énergie pendant 24 heures, en chantant des chansons et en travaillant d'arrache-pied. Mais après cette période, il s'évanouissait, perdant connaissance pendant une longue période. La chute du Reich a stoppé le développement de la version suivante, le DX, bien que les historiens affirment que la récupération de ce médicament faisait partie de l'opération Paperclip, les efforts alliés pour rechercher et récupérer la technologie et la science créées par l'Allemagne nazie. Escadron Léonidas, les pilotes kamikazes nazis créés par la drogue et le conditionnement mental. Le mot kamikaze évoque souvent l'image d'un Japonais prêt à donner sa vie pour l'empereur Hirohito en écrasant son avion sur un porte-avions américain en criant « Banzai !» Mais les pilotes kamikazes de la Seconde Guerre mondiale étaient également blonds et avaient la nationalité allemande. La Luftwaffe nazie cherchait à renverser le cours de la guerre alors que les bombardements alliés sur le territoire allemand étaient incessants en 1944 et 1945. Pour y parvenir, elle opta pour une nouvelle tactique. Utiliser ses propres chasseurs pour s'écraser dans les airs sur les grandes forteresses américaines, les B-24 Liberator qui rugissaient au-dessus de l'Allemagne avant de larguer leur cargaison mortelle sur une population qui endurait une agonie prolongée, comme s'il s'agissait d'une punition biblique. L'armée de l'air allemande fut discréditée et surtout grandement affaiblie par la perte d'avions et de ses meilleurs pilotes. Une action urgente était nécessaire et Hermann Göring entendit une initiative audacieuse du jeune colonel Hajo Hermann,
qui proposa d'envoyer des centaines de Messerschmitt Me-109 pour percuter les avions ennemis en plein vol. L'idée n'était pas nouvelle car quelque temps auparavant, certains fanatiques nazis comme la pilote Anna Reitsch et le chef de commando SS Otto Skorzeny avaient déjà proposé d'imiter les kamikazes japonais en créant une unité de hommes jetables qui tenterait d'arrêter les bombardiers américains. Hitler a d'abord rejeté cette mesure, la jugeant inutile, et a proposé de créer des planeurs sans pilote, des drones primitifs. Mais quelques mois plus tard, les kamikazes semblaient être le seul moyen d'arrêter la pluie de feu. Alors il donna son autorisation à Göring. Le 7 mars 1945, un groupe de combat spécial fut formé, appelé Sonderkommando Elbe, car son quartier général était situé dans une zone proche de cette rivière. Ces hommes seraient chargés d'accomplir une mission sans précédent sur le champ de bataille européen, utiliser le suicide comme arme. 2000 volontaires ont initialement rejoint l'unité pour sauver le pays, mais seulement 300 ont finalement été sélectionnés. Ce chiffre n'était pas une coïncidence. Pour donner un sens épique au sacrifice, Göring a utilisé l'histoire des 300 Spartiates morts en défendant Sparte contre 1 million de Perses aux Thermopyles. D'où le nom de l'unité, l'escadron Léonidas. Ils furent confinés à la base aérienne de Stendal, près de la ville de Magdebourg. Bien qu'ils étaient destinés à mourir, la Luftwaffe, il a dit aux soldats qu'ils avaient 10% de chances de survie. Il s'agissait de jeunes de 18 à 21 ans, optimistes comme leur âge l'exigeait, qui ne pensaient pas qu'ils allèrent mourir. Ils espéraient avoir une chance de sauter quelques secondes avant l'impact. Les conséquences des bombardements alliés, notamment sur les proches, les enfants, les femmes et les personnes âgées, ont fait ressortir leurs sentiments patriotiques. Ils devaient faire quelque chose. La plupart de ces pilotes manquaient d'expérience de combat et devaient donc suivre 10 jours de formation aux techniques d'approche et d'épronnage en vol. Cependant, ils n'avaient pas beaucoup de ressources pour cette formation, pas même de carburant pour un vol d'essai ou de pièces qui leur permettraient d'inspecter l'avion avant de voler. Cependant, ils n'avaient pas besoin d'un entraînement excessif, car le mécanisme d'attaque était très simple. Tout ce qu'ils avaient à faire était de percuter les bombardiers géants alliés par l'arrière, depuis la position 6 heures, dans la terminologie du combat aérien, et de briser la queue du bombardier avec leur hélice en acier, rendant le stabilisateur vertical inutile et détruisant ainsi sa manœuvrabilité. Cependant, dans la phase théorique, d'autres méthodes d'épronnage ont également été développées qui conseillaient de frapper l'aile dans la section la plus proche des moteurs ou de traverser les formations ennemies en tirant sur tous ses membres, et enfin de dépasser les B-24 pour ensuite tourner brusquement et s'écraser violemment dans le cockpit de l'avion de tête, agissant comme des béliers qui couperaient les ailes et la structure en acier et en aluminium de l'avion allié. Dans ces situations, les pilotes devaient être très précis car ils n'avaient qu'une fraction de seconde pour atteindre la cible. Ils ont été rejetés car ils étaient considérés comme compliqués. Mais à mesure que le premier engagement de l'unité Léonidas approchait, la volonté des pilotes commença à faiblir et les autorités nazies décidèrent d'utiliser une stratégie de conditionnement mental pour les préparer au combat. Pour ce faire, ils ont utilisé toutes les drogues disponibles, la pervitine, la cocaïne, les opiacés, tout sauf le déneu. On leur a également donné de l'alcool, on les a encouragés à chanter des chants patriotiques ou de combat et on leur a montré des défilés. L'escadron Léonidas a chargé ses avions cercueils jusqu'au cou de stimulants. Ils ont même eu droit à un dernier souper, où ils ont pu profiter d'un banquet à la carte. Les coordonnées de la cible leur ont été communiquées par radio alors qu'ils étaient déjà dans les airs. Une marche militaire animait leur voyage, interrompue seulement par un message leur rappelant de penser aux femmes et aux enfants écrasés sous les ruines. La radio de l'avion répétait dans leurs oreilles, à travers leurs écouteurs, « Vous n'êtes rien, les gens sont tout ». Le 7 avril 1945 fut le jour choisi pour la première attaque, bien que seulement 180 chasseurs furent mobilisés pour être envoyés contre une force de 1300 bombardiers et 800 chasseurs d'escorte se dirigeant vers Dezhou. La guerre était pratiquement perdue et il y avait peu de chances que l'issue change. Une fois en l'air, ils devaient repérer leur cible et se positionner au-dessus d'elle, comme un requin qui a localisé sa proie. Il ne leur restait plus qu'à pousser le manche de direction de leur ME, un 09 de 2700 kg, et à plonger dans la formation alliée.
Heinrich Henkel fut responsable du lancement de l'attaque réussie, abattant le bombardier de tête et tuant 8 des 11 membres d'équipage. Il a même eu le temps de sauter avant que son Messerschmitt ne se désintègre. Après Henkel, d'autres kamikazes ont percuté les B-24 la queue, la première à plus de 650 km/h, utilisant leurs hélices et leurs ailes comme des tronçonneuses. En théorie, c'était la méthode la plus efficace pour détruire un avion ennemi, car les tirs des artilleurs des forteresses volantes ne pouvaient pas arrêter l'impact. Mais après 45 minutes de combat, les résultats n'étaient pas ceux escomptés. Des 180 pilotes qui ont décollé pour mener à bien l'opération, environ 60 sont retournés à la base en raison de problèmes mécaniques et on estime que 47 ont été abattus par les Américains avant d'atteindre leur cible. Seuls quelques-uns ont réussi. Bien que le retour ou non des avions à la base n'ait pas d'importance, certains kamikazes, comme Henkel, ont survécu car plusieurs impacts n'étaient pas totaux, mais coupèrent simplement les ailes des bombardiers, perdant également les ailes de leurs avions. Comme la structure centrale, où se trouvait le cockpit des chasseurs, était intacte, plusieurs pilotes ont eu le temps de sauter et de parachuter jusqu'au sol. La victoire stratégique que le colonel Hermann souhaitait remporter n'était rien d'autre qu'une illusion. Malgré cela, l'armée de l'air américaine a dissimulé ce qui s'était passé et n'a jamais admis que les collisions avaient été intentionnelles. Il craignait que la panique ne se répande parmi ses pilotes et décida de dissimuler les événements. Les rapports publiés sur ces incidents attribuent les attaques à l'inexpérience ou à la mort des pilotes allemands. En revanche, dans l'Allemagne nazie, la propagande a transformé les pilotes qui composaient cet escadron de la mort en héros légendaires. Goebbels a écrit dans son journal « Le succès de la mission n'a pas été à la hauteur des espérances. Nos avions n'ont pas atteint le résultat escompté, mais nous ne devons pas oublier qu'il ne s'agit que d'une première tentative et que nous devons continuer à perfectionner l'expérience. » Cependant, à notre connaissance, une mission similaire contre des bombardiers n'a jamais été répétée. Le royaume dopé, la toxicomanie choquante d'Adolf Hitler. Au fil des ans, Adolf Hitler a été dépeint comme un homme en bonne santé qui suivait un régime végétarien et maintenait des normes de vie extrêmement élevées. Il existe cependant une autre histoire qui s'est penchée sur le mythe de la santé impeccable du Führer et a enquêté sur les maladies possibles, à la fois physiques et psychologiques, qui ont tourmenté le dirigeant de l'Allemagne nazie tout au long de sa vie. En fait, la psychopathographie d'Adolf Hitler peut être soulignée comme une branche à part entière dans les études sur la Seconde Guerre mondiale, ainsi que dans les recherches sur la maladie de Parkinson, la toxicomanie et d'autres problèmes que le plus grand représentant du national-socialisme a présentés au cours de ces dernières années. La vérité est que, lorsque nous parlons d'Hitler et de sa santé, il existe de nombreux débats historiques, médicaux et psychiatriques qui se contredisent et propose toutes les possibilités du spectre, depuis l'idée que le Führer a joui d'une excellente santé tout au long de sa vie, jusqu'à ceux qui prétendent qu'il était un individu profondément malade, souffrant même de troubles bipolaires ou de psychopathie, et qu'il survivait quotidiennement grâce à la cocaïne, aux méthamphétamines et même au sperme de cheval. Bien sûr, ce sujet est un terrain fertile pour toutes sortes de théories, car bien qu'il existe des preuves de certains faits liés au traitement reçu par Hitler, la grande majorité des dossiers médicaux qu'il a reçus, en particulier après 1933, ont été détruits par les nazis. Le fait que la santé du Führer fût en soi un secret d'État alimente l'idée que le génocidaire n'était pas, comme le prétendaient ses partisans, l'image même de la santé. Mais nous commencerons par le côté plus léger, les problèmes physiques qu'Hitler a pu avoir, et plus tard nous nous pencherons sur des études psychopathologiques qui suggèrent des conditions spécifiques telles que le trouble bipolaire ou la schizophrénie. Dans sa jeunesse, jusqu'à la Première Guerre mondiale, Hitler ne présenta pas de problèmes physiques particuliers, au-delà d'une alimentation très pauvre, qu'il allait plus tard changer en un régime strictement végétarien, en plus d'une certaine flacidité due au manque d'exercice physique, produit de l'intérêt du jeune Adolphe pour les pratiques sédentaires et l'art. La seule rumeur qui existait est qu'il souffrait de monorchidie, c'est-à-dire qu'il n'avait qu'un seul appareil génital. Cependant, ces affirmations furent plus tard démenties par le médecin du Führer lui-même après la Seconde Guerre mondiale, qui, interrogé par les Américains, affirma que le scrotum du dirigeant était en parfait état. Curieusement,
L'un des rares éléments de preuve médicale d'Adolf Hitler qui nous soit parvenu et qui ont servi à confirmer que les restes retrouvés par les soviétiques à l'extérieur de la chancellerie lui appartenaient sont des dossiers dentaires, notamment des radiographies. C'était parce que le Führer avait un penchant pour le sucré et adorait manger des sucreries. Plusieurs témoins ont affirmé à plusieurs reprises que le génocidaire pouvait éviter de toucher à son déjeuner, mais qu'il dévorait ensuite plusieurs tranches de gâteau en quelques bouchées. Bien sûr, cela a entraîné des caries constantes, donc les soins dentaires ont été stricts jusqu'au dernier jour de sa vie. Il y avait également des documents suggérant qu'Hitler avait contracté la syphilis entre la fin de la Première Guerre mondiale et son accession au poste de chancelier d'Allemagne, une maladie dont il était porteur asymptomatique jusqu'en 1937, date à laquelle il a consulté son médecin en raison de l'apparition de certaines affections. L'insomnie, des maux de tête constants et des étourdissements ont tourmenté la vie adulte du Führer, selon le docteur Felix Kersten, qui a affirmé qu'un rapport de 27 pages sur l'affaire existait, mais qu'il avait été dissimulé et détruit par Martin Bormann, chef du parti nazi. C'était parce que la syphilis était une maladie généralement associée aux bidonvilles, aux prostituées, aux toxicomanes ou aux ivrognes, donc Hitler évitait soigneusement de s'associer à cette maladie. Bien qu'il soit impossible de confirmer ou d'infirmer l'existence de la syphilis, le Führer avait une relation étroite avec la drogue. La seule pour laquelle il existe des preuves s'appelle Pervitin, une méthamphétamine largement consommée en Allemagne et produite par l'État lui-même, qu'il a distribuée parmi les soldats et les officiers nazis. À cette époque, bien sûr, les méthamphétamines n'étaient pas illégales. Ils avaient été découverts récemment et étaient pris comme toniques pour renforcer le corps et soulager la douleur, bien qu'ils soient devenus extrêmement addictifs car ils créaient une forte dépendance chimique dans le corps. Une autre figure controversée dans la vie d'Hitler était le docteur Theodor Morell, le médecin personnel qui a soigné le Führer jusqu'au jour de son suicide. Hermann Göring, chef de la Luftwaffe, appelait Morell « chancelier Nidl », car il pensait que le médecin avait un penchant particulier pour la prescription de médicaments, de vitamines et d'injections en quantités excessives. Il existe des rumeurs selon lesquelles Morell aurait injecté du sperme de taureau à Adolf Hitler dans le but d'éliminer la fatigue du corps du Führer. Le médecin est rapidement devenu célèbre dans toute l'Allemagne pour ses traitements alternatifs et il a également promu la cocaïne comme palliatif pour les maladies les plus courantes. Bien qu'Hitler ait recommandé son médecin personnel à l'ensemble des dirigeants du parti nazi, personne ne voulait voir Morell en raison de sa renommée et de sa mauvaise hygiène personnelle. Cependant, il existe de nombreux débats sur la question de savoir si ce sont les traitements de Morell ou un problème neurologique qui ont conduit à la détérioration spectaculaire de la santé d'Hitler à partir de 1944, une période dont subsistent encore des vidéos dans lesquelles le Führer montre les débuts de la maladie de Parkinson. La vérité est que la santé mentale du génocidaire est un sujet d'étude en soi et a généré des centaines d'articles psychiatriques de 1945 à nos jours. De nombreux professionnels ont affirmé qu'Hitler souffrait de maladies mentales depuis son plus jeune âge. Certains ont proposé ceux qui génèrent un trouble de la personnalité, comme la bipolarité, la schizophrénie ou l'hystérie. Ces hypothèses découlent du fait que le leader nazi était parfois doté d'une énergie débordante, chargée de violence, par exemple lors de ses discours, alors que d'un autre côté, dans ses relations interpersonnelles ou avec ses proches, il apparaissait comme une personne très calme, agréable, voire douce. Les opposants à ces théories soutiennent que les actions d'Hitler étaient une leçon qu'il avait apprise du dictateur Benito Mussolini, qui lors de ses déclarations publiques se présentait presque comme un acteur d'opéra, criant à tue-tête et gesticulant de tout son corps. En fait, il existe des photographies documentaires qui montrent Hitler debout devant un miroir, répétant les gestes qu'il ferait pendant ses discours, en utilisant des tests d'éclairage et de costume. Certains philosophes ont également souligné qu'Hitler n'était pas fou, mais qu'il faisait le mal avec raison, ce qui signifie que, bien qu'étant une personne ayant la même santé mentale que n'importe qui d'autre, il a simplement choisi la voie de la cruauté. Ce qui est indéniable, c'est qu'Hitler souffrait de mégalomanie, définie comme un trouble de la personnalité caractérisé par une personne ayant des idées de grandeur, de sorte qu'elle peut mentir, manipuler ou exagérer certaines situations ou personnes afin d'atteindre ses objectifs.
Cela ne se reflétait pas seulement dans la façon dont le Führer parlait, ou dans le fait qu'il appelait son gouvernement le Troisième Royaume, ou qu'il construisait des armes pharaoniques de la taille d'immeubles de 4 étages, mais ses projets de reconstruire Berlin à l'image de la Rome de Jules César, avec son palais comme centre de la ville, montraient qu'il ne se voyait pas seulement comme un leader, mais comme une figure proche d'un dieu. La terrible dépendance à la morphine de Hermann Göring. En 1945, alors que les vestiges de l'Allemagne nazie s'effondraient dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale en Europe, Hermann Göring se rendit aux forces alliées. Le bras droit d'Hitler, un homme qui avait exercé un pouvoir presque illimité au cours des 12 dernières années, transportait avec lui 49 valises remplies d'œuvres d'art et de trésors pillés. Parmi les possessions de Göring se trouvaient 2 valises contenant plus de 20 000 pilules de paracodine, un antihistaminique dérivé de l'opium aux effets analgésiques. Göring avait des antécédents connus de dépendance débilitante à la morphine, qu'il avait contraint à un internement involontaire plusieurs décennies plus tôt. Ceci, combiné au fait que d'autres nazis le considéraient comme un esclave de sa dépendance, a permis à ses contemporains et aux historiens de considérer Göring comme un toxicomane. Le premier souvenir de Göring est celui d'avoir frappé sa mère au visage avec ses 2 poings alors qu'elle venait le serrer dans ses bras après une absence prolongée, à l'âge de 3 ans. Des décennies plus tard, il riait encore en repensant à ce souvenir lorsqu'il racontait cette histoire au docteur G.M. Gilbert, son psychologue de prison attitré pendant les procès de Nuremberg. Ce cocktail enivrant d'agressivité naturelle et d'exubérance le définirait pour le reste de sa vie, notamment parce qu'il développa une passion pour tout ce qui est militaire et guerrier dès son plus jeune âge. Adolescent, il a développé une vie imaginaire riche et vivante, qui brouillait parfois les distinctions entre réalité et fantaisie. Il avait souvent des visions extrêmement fortes de châteaux s'animant de personnages médiévaux, de chars romains traversant le paysage, et peut-être de là développa-t-il une sorte d'insensibilité au danger. À 2 reprises au cours de son adolescence, il a frôlé la mort, une fois à cause d'une avalanche imminente et une fois à cause d'une chute sur une barque, mais il n'y a jamais pensé, Göring ne croyant pas qu'un quelconque mal puisse lui arriver, comme s'il était surnaturellement protégé de la mort. Au début de la Première Guerre mondiale en 1914, il est envoyé sur le front occidental comme lieutenant dans un régiment d'infanterie. Avide de gloire, il devient pilote, d'abord sur avion de reconnaissance, devenant le premier aviateur allemand à emporter une mitrailleuse dans un avion, puis pilote de chasse en octobre 1915. Pilote talentueux, virtuose et téméraire, il a bâti 28 autres avions durant la guerre. Bien qu'il ait reçu une grave blessure à la hanche lors d'un engagement qui a laissé 60 trous de balles dans son avion et l'a forcé à quitter le service pendant presque 1 an, il est retourné au combat dès qu'il a pu. En 1918, il reçut la distinction. Pour le mérite, la plus haute distinction militaire que l'Empire allemand pouvait décerner, non pas pour un acte de bravoure exceptionnel, mais pour un courage soutenu au combat. Peu de temps après, il fut placé à la tête de l'escadron personnel de Manfred von Richthofen, le légendaire Baron Rouge, après que le célèbre As allemand fut tué au combat. La Première Guerre mondiale avait donné à Göring le plus grand prestige que sa nation pouvait accorder à un officier militaire, et c'est peut-être pour cela qu'il réagit si violemment à sa fin. Lorsqu'il apprit l'armistice du 11 novembre 1918, il ordonna avec colère à son escadron d'atterrir en catastrophe autant d'avions que possible pour éviter qu'ils ne tombent aux mains de la Triple Entente et promit sombrement à ses collègues officiers « Notre heure viendra à nouveau ». Et il est revenu plus tôt que prévu, car Göring a rencontré Hitler dans l'entre-deux-guerres et a participé à la création du Parti national-socialiste. Après la Seconde Guerre mondiale, Göring a déclaré qu'il n'avait pas été attiré par le parti à cause d'Hitler en particulier, mais parce qu'il voyait un grand avenir dans le petit parti et qu'il croyait qu'il pourrait devenir un homme politique important grâce à lui. En fait, il avait déjà tenté de former son propre parti révolutionnaire, mais il s'était rendu compte qu'il n'avait aucun talent pour cela, ce qui suggère qu'il a rejoint le parti nazi en grande partie pour son propre avancement. De son côté, Hitler était ravi que le célèbre héros de guerre rejoigne les rangs nazis. Presque immédiatement, Göring fut promu au plus haut niveau du parti
et placé à la tête de la Sturmabteilung, une organisation paramilitaire volontaire de jeunes hommes formés et engagés dans l'usage de la violence, dont la mission était de faire du parti le maître des rues. À la fin de 1923, Hitler commençait à s'impatienter. Convaincu que le gouvernement local bavarois était faible et vulnérable, le parti nazi tenta un coup d'État rapide, bâclé et mélodramatique dans la brasserie Bürgerbräukeller de Munich. Avec Göring, le reste des dirigeants nazis et 3000 soldats d'assaut SA, Hitler marcha sur le ministère de la guerre de Munich le 8 novembre 1923. La violence éclata bientôt lorsque les soldats d'assaut et la police locale échangèrent des coups de feu. Et lors de l'altercation, Göring, marchant à la tête de la foule, fut abattu. Alors que le chaos éclatait dans les rues et que le sang jaillissait de la blessure de Göring, il fut traîné dans un magasin de meubles où la femme du propriétaire juif l'aida à soigner ses blessures. De là, les nazis l'ont emmené clandestinement à la clinique du professeur Alwin Ritter von Ach, où sa blessure a été nettoyée et bandée. Quelques jours plus tard, Hitler étant arrêté par la police, Göring et sa femme traversèrent la frontière vers l'Autriche. 3 semaines après sa blessure, Göring, un fugitif aux ressources limitées, ne recevait toujours pas de soins adéquats. Sa femme l'a finalement emmené dans un hôpital d'Innsbruck où il a subi plusieurs opérations pour retirer des fragments de balles, enlever la saleté de la rue incrustée dans les muscles de sa cuisse et drainer l'horrible quantité de pus présente dans la plaie. Cependant, Göring souffrait de douleurs atroces qui l'empêchaient pratiquement de vivre en paix. C'est à ce moment-là que ses médecins lui ont prescrit 2 injections de morphine par jour pour la douleur et la fièvre. Malgré l'administration quotidienne de morphine, la douleur persistait. Göring a finalement été libéré de l'hôpital d'Innsbruck, mais à ce moment-là, il semblait avoir développé une dépendance à la morphine, car lorsqu'il s'enfuit en Italie peu de temps après, on remarqua qu'il était maintenu sur pied par la morphine. Pendant ce temps, sa blessure ne guérissait pas bien et il marchait avec une boiterie notable. De 1924 à 1925, Göring perdit sa silhouette juvénile et commença à développer l'embonpoint qui le caractériserait plus tard. En 1925, son médecin fut choqué de découvrir que l'ancien héros de guerre avait le corps d'un vieil homme, gros, pâle et blanc. Göring s'injectait quotidiennement de la morphine, et cet été-là, il avait développé les pires symptômes des effets secondaires, avec des accès occasionnels de violence et une déconnexion de la réalité. Il avait une apparence horrible. Le jeune officier élégant et beau de 1918 était devenu un invalide pâle et bouffi. Les injections quotidiennes de médicaments l'avaient rendu apathique et maladif. À l'automne de cette année-là, alors qu'il était en observation dans un hôpital, il a violemment agressé une infirmière qui refusait de lui donner de la morphine. Après cela, il fut interné à l'Institut de Langbro pour le traitement des maladies nerveuses en Suède et confiné dans une cellule capitonnée pendant 3 jours. La rechute de Göring, quand le chef de la Luftwaffe s'est perdu dans la toxicomanie. Bien que certaines sources affirment que cette première visite a suffi à mettre fin à la dépendance de Göring à la morphine en 1926 et que son médecin lui a même délivré un certificat de santé mentale le 7 octobre 1925, cela ne semble pas avoir été le cas. Göring dut retourner à Langbro à plusieurs reprises pour soigner sa dépendance, sa dernière visite ayant eu lieu en 1927. À cette époque, il semblait avoir été en grande partie, sinon complètement, guéri de sa dépendance à la morphine, comme en témoignent ses relations améliorées avec sa famille et sa réintégration dans la politique nazie, grâce à l'amnistie accordée par le président von Hindenburg pour sa participation au putsch de la brasserie. Des décennies plus tard, lors du procès de Nuremberg, Göring avoua à son psychiatre avoir pris de petites doses de morphine pour un mal de gorge très grave 2 ans plus tard, en 1929, mais nia que cela soit lié à sa dépendance antérieure. Lorsqu'il put retourner en Allemagne sain et sauf, Göring rétablit rapidement le contact avec Hitler. Après avoir remporté un siège au Reichstag en 1928, il s'est imposé comme le visage public du parti nazi, connu à la fois comme le Salon nazi et l'ambassadeur d'Hitler. L'année suivante, alors que le pouvoir politique du parti nazi grandissait de manière exponentielle, Göring fut élu président du Reichstag, un triomphe incroyable pour l'homme qui, 7 ans plus tôt seulement, était confiné dans une camisole de force. Avec de telles
pouvoirs économiques extraordinaires à sa disposition, la santé du deuxième homme du Reich commença à se détériorer. La période entre 1937 et 1938, alors que le spectre de la guerre se profilait à l'horizon, fut particulièrement difficile. C'est dans cette atmosphère chaotique que le désastre a frappé. Dans les jours mouvementés de 1937, alors qu'il se trouvait dans le sauna, Göring reçut un appel téléphonique important d'Hitler. Soucieux de ne pas décevoir son Führer, il passa 2 heures à discuter avec Hitler de l'annexion prochaine de l'Autriche. Le lendemain, il a eu de la fièvre et un mal de dents qui s'est rapidement aggravé. Il a contacté son dentiste, qui lui a prescrit une courte cure de comprimés de paracodine, un dérivé doux de la morphine récemment développé. 5 jours plus tard, Göring a appelé Blaschke, exigeant davantage de pilules. Blaschke refusa d'en prescrire davantage, mais Göring trouva bientôt sa propre source. À la fin de l'année, je prenais environ 10 comprimés par jour, alors que la dose recommandée était d'un comprimé toutes les 8 heures pendant une durée spécifiée par mon médecin. Les pilules de paracidine de Göring étaient une habitude qu'il continuerait à prendre jusqu'à sa capture par les forces alliées en 1945. Lorsque les Alliés ont capturé Göring, l'homme ressemblait à un homme gros, paresseux et stupide. Trouvant ces 2 valises remplies de paracétamol, les officiers américains pensèrent qu'il s'agissait d'un trafiquant de drogue ou d'un petit trafiquant nazi, et non du deuxième homme le plus important du Troisième Reich. Selon les rapports officiels de l'époque au moment de sa capture, Göring possédait la totalité des stocks allemands de paracodine et, comme cette drogue n'était pas produite en dehors des frontières allemandes, il était enregistré comme possédant l'intégralité des réserves mondiales. Une source estime qu'il possédait plus de 20 000 pilules au moment de sa capture, un geste qui démontre le désespoir narcotique du chef de la Luftwaffe et de la Gestapo. Pilule de paracidine a fait perdre à ses propres alliés la peur et le respect du leader nazi. Il existe des documents dans lesquels des officiers allemands parlent de Göring comme de rien de plus qu'un sac de beurre égoïste, en quête de plaisir, drogué, envers lequel le Führer a perdu patience. À mesure que la guerre progressait et que son influence diminuait, d'autres nazis semblent avoir rejeté Göring comme un simple toxicomane. Lors du procès de Nuremberg, un commandant SS a déclaré que la toxicomanie et la corruption de Göring l'avaient amené à rejeter le bras droit d'Hitler comme une quelconque influence modératrice sur le comportement de plus en plus erratique du Führer, tandis qu'un des assistants de Joseph Goebbels a affirmé que le docteur Theodor Morell, le médecin personnel d'Hitler, avait déclaré que Göring devenait de plus en plus esclave de sa dépendance. Il s'agit pourtant d'un esprit brillant, qui savait infliger de la cruauté avec une soif sanguinaire, au-delà de son habitude de consommer des opiacés. Les négationnistes de l'Holocauste ont tenté à plusieurs reprises de défendre Göring en attribuant son mal à ses vices, mais la morphine, bien que capable de générer des états altérés temporaires et des explosions de violence, n'a pas le pouvoir de créer un génocide planifié à long terme, ni la capacité de commander une organisation aussi complexe et sinistre que la Gestapo. Göring était un monstre au-delà de sa dépendance aux opiacés, et aucune de ses actions sinistres ne peut être associée à autre chose qu'à son esprit morbide et macabre. Theodor Morell, ou chancelier Needles, le médecin personnel d'Hitler qui le droguait constamment. Malgré les actes horribles commis par les membres les plus éminents du parti nazi au milieu du XXe siècle, certains personnages ont été remis en question même par des hommes sinistres comme Hermann Göring et Heinrich Himmler. L'un d'entre eux, peut-être le plus extravagant, était Theodor Morell, plus connu sous le nom de chancelier Needles, qui fut le médecin personnel d'Adolf Hitler de 1936 à 1945. Mais le plus intéressant à propos de ce curieux médecin n'était pas le fait que tout le cercle intime d'Hitler le détestait ou l'évitait, même si le Führer croyait chacun de ses mots, mais le fait qu'en tant que médecin personnel, il ait gardé le dirigeant nazi sous drogue jusqu'à son dernier jour. On a beaucoup parlé de la dépendance du Führer aux stupéfiants, mais on mentionne rarement le rôle fondamental que Morell a joué en aidant Hitler à passer les dernières années de sa vie alimenté par les méthamphétamines, la cocaïne et d'autres stupéfiants. Un jour, Adolf Hitler déjeunait avec son entourage lorsqu'Albert Speer, son ministre de l'armement et de la production de guerre, lui annonça qu'il souffrait d'un problème de santé depuis un certain temps.
Le Führer n'hésita pas une seconde et recommanda à Speer de consulter son médecin personnel, un homme nommé Morel. Se fiant aux paroles de l'homme le plus important d'Allemagne, le ministre n'a pas hésité à rendre visite à Morel. Dans sa biographie, il dira plus tard à propos de cette rencontre: « En 1936, alors que ma circulation sanguine et mon estomac se rebellaient, j'ai appelé le cabinet privé de Morel. Après un examen rapide, Morel m'a prescrit des bactéries intestinales, du dextrose, des vitamines et des comprimés d'hormones. Par mesure de sécurité, j'ai demandé à être examiné par le professeur von Bergmann, spécialiste en médecine interne à l'université de Berlin. Il a conclu qu'il ne souffrait d'aucun problème organique, mais seulement de symptômes nerveux causés par le surmenage. Après avoir ralenti mon rythme de travail autant que possible, les symptômes ont disparu. Pour ne pas offenser Hitler, j'ai fait semblant de suivre les instructions de Morel. Ce serait l'un des premiers amis du Führer à considérer son médecin personnel comme un danger ambulant. D'autres nazis, tels que Göring et Himmler, ont également visité le bureau de Morel, qu'ils ont quitté pour ne jamais revenir. Eva Braun, elle-même, vers la fin du nazisme, déclarait qu'elle ne voulait plus jamais revoir le médecin en raison de sa mauvaise hygiène personnelle et que son cabinet ressemblait à un dépotoir. Certains, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont allés plus loin, affirmant même que Morel avait utilisé Hitler comme cobaye pour ses expériences personnelles. Mais qui était ce personnage mystérieux? Théodore Morel est né en 1886 et a étudié la médecine dans les villes françaises de Grenoble et de Paris. Plus tard, en 1910, il se spécialise en obstétrique et gynécologie à Munich. Il a servi comme médecin sur le front pendant la Première Guerre mondiale, puis s'est installé à Berlin, où il a exercé de manière indépendante et a acquis une certaine influence. En tant que professionnel, Morel était reconnu par des personnalités telles que le Shah de Perse et le roi de Roumanie, deux monarques qui souhaitaient que l'homme devienne leur médecin personnel. Mais le médecin avait d'autres projets et il préférait rester dans son pays. On sait peu de choses sur la vie de Morel dans l'entre-deux-guerres, mais il a lui-même affirmé avoir étudié la biologie avec le lauréat du prix Nobel Ilya Mechnikov, en plus d'enseigner dans les universités les plus prestigieuses d'Allemagne. Bien que Morel se soit lui-même qualifié de professeur, rien de tout cela n'a jamais été confirmé. En 1933, Morel rejoint le parti nazi, plus par nécessité que par désir. Bien qu'il se révèle plus tard être un grand admirateur d'Hitler, à cette époque, tous ses clients étaient juifs. L'arrivée au pouvoir du Führer laissa le médecin pratiquement sans emploi, et il dut chercher refuge dans le national-socialisme pour récupérer ses revenus. C'était vraiment la meilleure décision qu'il pouvait prendre. En très peu de temps, il devient l'un des médecins les plus respectés de Berlin et, en 1936, il soigne Heinrich Hoffmann, le photographe personnel d'Hitler. Après l'avoir guéri de sa gonorrhée, Morel gagna la faveur de l'artiste, qui sans hésitation présenta le médecin à Adolf Hitler, qui avait besoin d'une aide professionnelle. À cette époque, le Führer souffrait d'une maladie de peau et d'intestin d'origine inconnue, qu'il ne parvenait pas à guérir. Morel a dit à Hitler qu'il pourrait améliorer son état en moins d'un an et, après que le dirigeant nazi ait accepté le traitement, il lui a donné de fortes doses de vitamine E et une bactérie E, coli appelée Mutaflore. Heureusement pour Morel, le Führer s'est rapidement rétabli. Hitler était fasciné par le médecin et, peu de temps après l'avoir rencontré, il l'a intégré à son cercle intime, en plus de le nommer son médecin personnel. Cette histoire soulève également des soupçons selon lesquels Hitler aurait été atteint de syphilis, une maladie associée aux Juifs à l'époque. La vérité est que cela n'a jamais été prouvé et il s'agit plus d'une hypothèse créée par des historiens que d'un fait certifié par des documents. Ce que l'on sait de ce lien entre Morel et Hitler, comme l'attestent divers membres de l'entourage du Führer, c'est que le médecin a surchargé le dictateur allemand de produits chimiques. Des vitamines innocentes aux drogues comme les barbituriques, de la cocaïne sous forme de gouttes pour les yeux, des méthamphétamines comme la pervitine, jusqu'à des substances très spécifiques comme le bromure de potassium, des bactéries et des tranquillisants pour animaux. Morel a injecté à Hitler tout ce qu'il avait à sa disposition. En raison de sa tendance à utiliser des inoculations ou des produits chimiques dans toutes les situations, le médecin a gagné les surnoms de « chancelier des aiguilles » ou de « ministre des injecteurs », deux surnoms donnés par des amis proches du Führer.
Entre 1936 et le 29 avril 1945, jour de sa mort, la santé d'Hitler était entre les mains d'un homme qui avait un médicament ou un narcotique comme réponse à n'importe quel mal, aussi inoffensif ou inquiétant soit-il. En fait, de nombreux nazis survivants et historiens contemporains accusent directement Morell d'être responsable du déclin rapide de la santé d'Hitler durant cette période. Bien sûr, le Führer, dans la plupart des cas, ne savait pas quels produits chimiques son médecin lui donnait, mais ceux-ci ont été découverts bien des années plus tard, lorsque les dossiers médicaux que Morell gardait jalousement ont été retrouvés. En plus de la liste des substances qu'il a utilisées sur Hitler, certaines expériences ont également été découvertes, comme lorsqu'il a soigné le dirigeant nazi après qu'une tentative d'assassinat l'ait gravement blessé. Après l'échec de l'opération Valkyrie, Morell s'occupa de soigner les blessures du Führer et en profita pour tester la pénicilline topique, un antibiotique qui était alors à un stade très expérimental. En 1945, Hitler prenait 28 pilules par jour, en plus de recevoir régulièrement des injections de Morell qui étaient principalement composées d'un mélange de vitamines et de méthamphétamine, pour soulager la dépression qui affligeait le Führer à la fin de la guerre. Durant cette période, les mains d'Hitler ont également développé un tremblement qui a été enregistré plusieurs fois par caméra et associé à la maladie de Parkinson, bien qu'il soit également considéré comme un effet secondaire de l'abus de cocaïne que Morell lui administrait quotidiennement à forte dose sous forme de gouttes pour les yeux. La dernière conversation entre Morell et Hitler a eu lieu le 22 avril 1945, une semaine avant que le Führer ne se suicide. Immédiatement après la chute du nazisme, Morell fuit l'Allemagne, mais, curieusement, en raison de sa mauvaise santé, il meurt 3 ans plus tard, en 1948, d'un accident vasculaire cérébral.